je voulais pas le faire avant parce que je voulais finir la sémiologie, mais c'est un peu rude de finir avec ça. Donc on va aller assez vite. Oui. Oui. Oui, ils se développent très vite, ceux-là. En quelques semaines, certains. Plutôt quelques mois. Donc en fait, le système humain cutané, pourquoi il est important? C'est parce qu'il va permettre à la peau de rester intègre, de ne pas s'abîmer et de rester une couche protectrice efficace. Et dans la peau, il a deux rôles très importants. Donc si vous retenez juste une chose, c'est ça. Le rôle du système humain cutané, il est double. Il a un rôle anti-infectieux, ça vous y aviez pensé sans que je vous le dise. Donc il est là pour se débarrasser, essayer de se débarrasser des virus. Alors il n'y arrive pas toujours. Quand il est au contact avec le virus de l'herpès, il n'y arrive pas parce que le virus intègre l'organisme et va revenir de façon récurrente. Mais il est là, voilà, pour nous protéger contre les staphylocoques dorés, les streptocoques, etc. Et puis, il a aussi un deuxième rôle auquel vous ne pensez pas toujours, mais qui est un rôle très important, c'est que le système immunitaire, eh bien, nos lymphocytes T, les cellules NK, etc., patrouillent dans la peau, les cellules dendritiques, toutes les cellules présentatrices d'antigènes en général, patrouillent dans la peau et quand ils voient qu'une cellule est anormale, qu'elle s'est modifiée, notamment sous l'effet des ultraviolets, les ultraviolets c'est un grand facteur de carcinogénèse cutanée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui induit des mutations au niveau de l'ADN et qui va induire du coup des transformations des kératinocytes ou des mélanocytes pour qu'ils deviennent malins et donc induire des cancers de la peau. Et donc ces cellules du système immunitaire, elles sont là justement pour patrouiller. Et quand il y a une cellule qui a eu trop d'UV, qui s'abîme et qui est en train de se transformer, elles vont la détruire. Et donc ça, on s'en rend compte très bien depuis qu'on a greffé les patients, et depuis qu'on a les greffés d'organes, parce qu'on s'est rendu compte que ces patients greffés d'organes à qui on donne des traitements immunosuppresseurs lourds pour qu'ils puissent accepter leur greffon, soit de rein, soit de foie, soit de cœur, soit de poumon, eh bien on s'est rendu compte que ces patients développaient, du fait de leur immunodépression chronique, énormément de cancers de la peau, beaucoup, beaucoup plus que la population générale. Ils ont 5 à 10 fois plus de cancers de type carcinome basocellulaire, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, et ils ont 50 à 250 fois plus de carcinomes cutanés de type épidermoïde. Donc, il y a vraiment bien pensé à ce rôle aussi antitumoral du système immunitaire cutané. Donc voici les grands acteurs. Vous avez des cellules présentatrices d'antigènes qui sont des cellules dendritiques. Dans l'épiderme, on les appelle cellules de Langerhans. Donc ça, c'est des cellules dendritiques. Et puis vous avez aussi des cellules dendritiques dans le derme. Et toutes ces cellules dendritiques de différents types sont chargées de capter des antigènes de la peau ou du derme, soit de l'épiderme, soit du derme, et ensuite de les présenter ensuite aux lymphocytes pour qu'il puisse y avoir une réponse immunitaire adaptative qui se mette en place. Vous avez différents types de lymphocytes T dans la peau, des lymphocytes T CD4 plus auxiliaires, des lymphocytes T CD8 plus cytotoxiques. Vous avez et dans les CD4 plus auxiliaires, vous avez des types, ceux de type 1, de type 2 ou de type TH1, TH2 ou TH17 dans les helpers. Et puis après, vous avez des cellules de l'immunité innée, comme les kératinocytes, qui participent aussi à cette mise en place de la réponse inflammatoire. Donc en gros, dans ces cellules, il y a plusieurs types. Vous avez les cellules de l'immunité innée, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est neutrophile, polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, les kératinocytes, les mastocytes, et puis toutes les cellules présentatrices d'antigènes comme les monocytes macrophages ou les cellules dendritiques. Et puis vous avez donc cette immunité innée, elle agit immédiatement, mais elle n'est pas très discriminative par rapport à un antigène donné. Et puis, vous avez dans la peau aussi une immunité adaptative, comme dans n'importe quel organe. Et ça, c'est des lymphocytes B et T qui, eux,
ont un récepteur spécifique de l'antigène, le BCR sur le lymphocyte B, le TCR chez le lymphocyte T, et eux, ils vont s'adapter à un antigène très particulier et très précis. Donc ça, c'était juste pour vous dire qu'au niveau de l'épiderme, vous avez 4 grands types de populations cellulaires. Les kératinocytes à plus de 90%, les mélanocytes 5%, 5 à 10%, et puis vous avez très rarement des cellules il y a de très rares cellules immunocompétentes, 1% à peu près, qui sont les cellules notamment de Langerhans dont je vais vous parler. Donc elles sont connues depuis longtemps, hein, elles ont été décrites en 1868. C'est 2 à 4% des cellules de l'épiderme. On les trouve surtout dans les couches suprabasales. Hein. Donc là, vous avez la couche basale, qui est celle dans laquelle on trouve habituellement les mélanocytes. Eh bien, les cellules de Langerhans, qui sont un type particulier de cellules dendritiques, de cellules présentatrices d'antigènes, elles sont habituellement dans la couche des cellules apines, donc dans les couches suprabasales. Et leur principale morphologie, c'est qu'elles ont un aspect dendritique avec un cytoplasme clair. On voit ça ici. Où ici on voit bien avec ce marquage CD1A, qui est un marquage particulier pour ces cellules de Langerhans, vous voyez qu'elles ont un aspect un petit peu comme les mélanocytes, très dendritique. Et donc leur dendrite s'insère entre les kératinocytes et c'est ce qui leur permet d'aller prélever dans l'environnement les différents antigènes ou aptènes et ensuite de les internaliser et de monter et d'être la première étape où la réponse immune se monte. Alors, outre cette morphologie dendritique et ce cytoplasme clair, quand on les observe en microscopie électronique, eh bien, on se rend compte qu'elles ont des granules particuliers qui les caractérisent, qu'on appelle granules de Birbeck. Et elles ont aussi un certain nombre de marqueurs particuliers. Donc, elles expriment les molécules de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité. Elles expriment CD1A, certaines molécules d'adhésion comme les eucadérines ou certaines intégrines, et puis certains récepteurs également comme le CD207 ou l'angérine, ou le CD205 ou des EC205 qui sont des molécules qui leur permettent d'interagir avec les autres cellules du système immunitaire. Alors ces cellules, en réalité, elles sont dans la peau, je vous ai dit dans l'épiderme, mais elles proviennent de la moelle osseuse. Et donc elles sont fabriquées à ce niveau-là, elles gagnent le sang circulant sous forme probablement de monocytes, et après elles sortent des vaisseaux par diapédèse, elles vont aller coloniser l'épiderme pour donner les cellules de Langerhans. Habituellement, c'est par ce biais-là qu'elles se renouvellent, mais dans des situations très aiguës, elles peuvent s'auto-renouveler localement. Donc, il y a eu des expériences qui ont été faites sur la peau. Ça ne retenez pas ça, hein, je vous le dis pour votre culture générale. Il y a eu des expériences où on a pris des peaux humaines qu'on a greffées sur des souris RAC2-, et elles montrent en fait que si on fait des plaies, le néoépiderme qui se reconstitue à partir de cellules de l'épiderme autour périlésionnel non lésées. Et on a pris comme c'était des peaux humaines greffées chez des souris, eh bien, on utilise en fait des marqueurs de cellules humaines et on voit que dans la peau cicatricielle, c'est bien des cellules humaines et pas des cellules qui proviennent de la souris, qui n'ont pas les mêmes marqueurs, qui ont colonisé cette peau cicatricielle. Et donc, en faisant d'autres études de ce type chez des souris RAC2-, eh bien, comme on est dans un environnement murin, on peut analyser justement pour voir si dans la peau cicatricielle, les cellules viennent de la moelle osseuse et dans ce cas-là, elles ont des caractéristiques murines, ou si elles viennent de la peau périlésionnelle, dans ce cas-là, elles ont des caractéristiques humaines. Alors, quelles sont les fonctions? Donc, je vous ai dit que les cellules de Langerhans, ce sont des cellules présentatrices d'antigènes. Donc, le but, c'est par leur dendrite qui s'insinue entre les kératinocytes, c'est de capter les antigènes de l'environnement, de les intégrer, de les internaliser. Donc, il y a différents phénomènes d'endocytose. Et ensuite, les antigènes vont être détruits
Et ils passent dans les endosomes, ils vont être chargés sur les molécules, soit habituellement de classe 2, mais ça peut être aussi de classe 1. Et ensuite, ça se fait pendant la phase où ils migrent par voie lymphatique jusqu'au ganglion de drainage. Ils quittent l'épiderme où ils ont capté l'antigène, ils vont gagner le ganglion de drainage et ensuite ils vont présenter ces antigènes aux lymphocytes T naïfs et donc il va y avoir une orientation de la réponse immune, soit dans le sens d'une tolérance, si c'est un antigène du soi, eh bien il ne va pas y avoir de signaux autres qui vont induire une division des lymphocytes T et il va y avoir une anergie par exemple d'induite. Ou au contraire, s'il y a d'autres signaux qui stimulent les lymphocytes T, dans ce cas-là, il y a une véritable réponse immune adaptative qui se met en place. Donc, si en particulier ce sont des antigènes exogènes, eh bien, il va y avoir dans le ganglion des synapses immunes qui se forment avec des lymphocytes T, CD4 helper ou TCD8 cytotoxiques. Dans ce cas-là, la réponse se met en place. Si c'est des auto-antigènes, des constituants de la peau, des molécules qui font partie de la cellule épidermique elle-même, dans ce cas-là, c'est présenté, mais il y a une tolérance qui est induite. Alors, donc ça, c'était juste pour stimuler soit les CD4, soit les cellules TCD8 dans les ganglions, il faut que les cellules dendritiques soient activées. Et donc, il faut qu'au moment où elles ont prélevé l'antigène, il y ait une activation, soit par des cytokines pro-inflammatoires qui étaient présentes dans le milieu, soit par certains récepteurs de l'immunité innée qui ont été stimulés, comme les TLR. Donc ça, les Toll-like récepteurs, on a dû vous en parler dans les cours d'immuno déjà. Hein. Vous êtes en 3e année de médecine, je ne reviens pas dessus, c'est pas le but. Vous avez eu des cours avec des gens très pointus, je ne reviens pas là-dessus. Donc ce que je veux juste vous dire, c'est que ce que vous avez appris pendant vos cours d'immuno, sur le fait qu'il faut au minimum 2 signaux, c'est-à-dire la présentation du peptide dans le complexe majeur d'hypocompatibilité et il faut un signal activateur, donc par exemple une stimulation de TLR ou des cytokines qui vont stimuler des récepteurs de membrane, etc. Alors, une fois qu'elles sont activées, donc les cellules de Langerhans quittent l'épiderme, elles vont être activées par certains micro-organismes, soit qui lient le TLR, soit sous l'effet de cytokines, et donc elles vont être activées, et donc quand elles sont activées, eh bien, elles vont exprimer différentes molécules du dialogue, comme CD40, CD80, CD10-LAMP, etc. Donc il y a différentes molécules stimulatrices qu'elles vont exprimer, et elles vont aller stimuler ces différents lymphocytes, soit les lymphocytes effecteurs, qui peuvent être des CD4 ou des CD8, soit TH, donc les CD4, ils peuvent être TH1, TH2 ou TH17, et les CD8, ils sont classiquement cytotoxiques. Et puis, vous pouvez avoir en même temps des lymphocytes T mémoire qui peuvent être eux aussi exprimés. Donc là, est stimulé par les cellules dendritiques. Et donc, il y a toute la réponse immuno-adaptative qui se met en place. Et après, va y avoir une phase de régulation, où là, c'est les lymphocytes T régulateurs, ou Treg par exemple, qui vont limiter l'effet des effecteurs et des mémoires pour justement diminuer l'ambiance inflammatoire et retourner à un état de base. Donc voilà ce qui se passe. Vous avez la cellule de Langerhans ou les cellules dermiques dendritiques du derme vont internaliser un antigène, gagner ensuite par le vaisseau lymphatique le ganglion de drainage, et là, en fonction de si elles ont été activées, eh bien, elles vont exprimer certaines molécules d'adhésion comme ICAM1, certaines molécules comme CD80 ou CD86 ou B7 qui vont aller stimuler les différents récepteurs du lymphocyte T naïf, et ensuite ce lymphocyte T va se transformer et aboutir à terme à un lymphocyte T helper ou cytotoxique mémoire.
Et les lymphocytes mémoire vont ensuite recirculer et gagner, par exemple, les zones de la peau où ils peuvent agir. Donc ça se passe par des phénomènes de synapse immunologique entre, d'un côté, la cellule présentatrice d'antigènes et le lymphocyte T. Et au niveau de la synapse immunologique, vous avez au centre de la synapse des clusters TCR, molécules d'histocompatibilité, soit de classe 1, soit de classe 2, plutôt des classes 2 pour les T4, plutôt de classe 1 pour les lymphocytes TCD8, et différentes molécules d'adhésion qui donnent le deuxième signal de costimulation et qui vont permettre la montée de la réponse immune adaptative. Et du coup, la production de cytokines, notamment d'IL-2, par le lymphocyte T. Donc, ces différents lymphocytes vont ensuite être recrutés et retournés vers la peau, et c'est en particulier les mémoires, et donc ils sortent par diapédèse des vaisseaux pour gagner la peau, avec, là encore, ils utilisent, comme par exemple les globules blancs, des systèmes où c'est des interactions entre intégrine ou sélectine. Et donc, il y a des phénomènes où ils vont adhérer et après sortir. Il y a des phénomènes de diapédèse ou d'extravasation pour aller gagner la peau, où ils vont être véritablement actifs et interagir. Et là, quand ils gagnent la peau, ils vont se mettre à proliférer, à s'activer. Et il va y avoir production d'un certain nombre de cytokines, soit des cytokines plutôt TH1, comme l'interféron gamma, le TNF-alpha, soit des cytokines plutôt TH17, comme l'IL-23, ou plutôt TH2, comme l'IL-4 ou l'IL-13. Et donc ça va induire différents types de pathologies. Donc là, pour vous illustrer ça, et quelle heure est-il parce qu'il est un petit peu tard, donc je vous donne juste deux situations très rapidement. Donc il y a l'eczéma de contact allergique. Donc là, il y a une première phase cliniquement silencieuse où le patient, par exemple la jeune fille, se met une crème bio pour faire une séance de massage ou d'hydratation cutanée. Et puis vous savez que tout ce qui est bio, il y a énormément d'allergènes en fait dedans. Donc il y a un aptène qui va se coupler à une molécule porteuse pour faire l'allergène. Donc l'aptène, c'est une molécule de toute petite taille qui seule n'est pas irritante, mais si elle est internalisée avec une molécule porteuse, eh bien, elle peut être internalisée par les cellules de Langerhans dans l'épiderme et ça peut être ensuite présenté et il va y avoir une espèce, donc à cette phase où l'aptène est capté sur sa molécule porteuse, l'ensemble faisant l'allergène va être capté par la cellule dendritique, la cellule de Langerhans, qui quitte la peau, qui va migrer par les vaisseaux lymphatiques pour aller dans le ganglion lymphatique de drainage. Là, va activer le lymphocyte T qui quitte le ganglion, repart par les vaisseaux sanguins et là va aller dans la peau donner les lymphocytes T effecteurs. Donc ça, c'est la phase de sensibilisation. Jusque-là, il ne s'est rien passé. La jeune fille n'a pas de manifestation. Puis la deuxième application de cette crème bio-hydratante, eh bien là, vous avez la deuxième phase, la phase de déclenchement de l'eczéma. Il y a eu sensibilisation sans signe au démarrage, mais là maintenant, vous avez au niveau de la peau présence de lymphocytes T effecteurs, soit helper, soit cytotoxiques. Et là, cette deuxième fois, il y a une nouvelle exposition cutanée au même aptène, présentée par les cellules dendritiques et les kératinocytes aux lymphocytes T mémoire qui sont présents. Et là, il va y avoir une activation des lymphocytes T CD4 helper de type 1 ou des CD8 spécifiques cytotoxiques et induction de lésions d'eczéma de contact allergique. Alors, si on n'est plus au contact de l'allergène, il va y avoir ensuite arrivé par des lymphocytes T régulateurs et donc il y a une phase d'extinction. Mais si on continue comme chez cette personne-là
ou chez cette jeune fille qui avait une allergie au nickel et qui n'avait pas arrêté de porter sa boucle d'oreille à laquelle elle était allergique, eh bien, si vous restez en contact avec l'allergène, eh bien, l'eczéma ne va pas disparaître parce que, comme il y a une activation permanente des lymphocytes, les lymphocytes T régulateurs n'arrivent pas à contenir les choses. Donc la phase d'extinction ne se produit pas si vous restez en contact avec l'allergène. Alors, autre exemple, la dermatite atopique ou eczéma constitutionnel ou eczéma atopique. Donc c'est une maladie multifactorielle où il y a à la fois une part génétique et épigénétique avec des mutations de la filagrine qu'on retrouve chez beaucoup de patients qui font qu'il y a une altération de la barrière cutanée qui permet aux allergènes de rentrer, mais c'est aussi une maladie inflammatoire où il y a une hyperactivation de la voie TH2 avec une surproduction d'IL4. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une barrière cutanée altérée avec des pertes d'eau et des agents extérieurs qui peuvent pénétrer plus facilement. Du fait de l'eczéma, il y a une espèce de cercle vicieux parce que l'eczéma induit c'est très prurigineux. Donc, comme c'est très prurigineux, on se gratte, on entretient ces démangeaisons. En se grattant, on crée des lésions, ce qui favorise encore plus l'entrée d'agents extérieurs et l'inflammation. Et donc, il va y avoir des cellules T qui vont être présentes dans la peau et qui vont être activées et qui vont sécréter tout un tas de cytokines, notamment TH2, comme les cytokines IL4 et IL13, et qui induisent un espèce de cercle vicieux, parce que, je vous disais, ils ont déjà une barrière cutanée souvent altérée, qui est encore plus altérée par le grattage, et de ce fait, les allergènes entrent, stimulent les lymphocytes TH2 qui vont sécréter de l'IL4 et de l'IL13, mais ces cytokines vont altérer en retour la barrière cutanée parce qu'elles inhibent l'expression de peptides antimicrobiens. Donc, c'est des patients qui se colonisent avec différents germes. Ça inhibe l'expression de protéines de barrière. Ça stimule en boucle la prolifération des TH2. Donc, il y a une espèce, ça recrute les éosinophiles qui viennent relarguer dans les tissus, qui induisent eux-mêmes de l'inflammation. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe chez ces patients. Et donc, maintenant, on a différentes choses. On essaye de... Voilà, il y a des phénomènes où il y a une barrière altérée qui favorise l'entrée d'allergènes, qui eux-mêmes favorisent l'inflammation chronique. Cette inflammation chronique entretient la barrière altérée, etc. Donc il y a un cercle vicieux qui se met en place. Et enfin, dernière chose, dans une troisième pathologie que je voulais vous illustrer, qui est l'urticaire, qui se manifeste par des lésions en relief papuleuses fugaces et mobiles, eh bien, il y a une dégranulation de mastocytes qui vont induire ces lésions en libérant de l'histamine. Voilà, donc ça c'était juste pour vous illustrer le rôle important du système immun cutané, que ce soit dans la tolérance ou que ce soit dans le développement de réponses anti-infectieuses. Et après, dans certaines pathologies, comme dans l'eczéma, le psoriasis ou dans des maladies auto-immunes que vous verrez quand vous serez en 4e année de médecine, dont on vous parlera quand on fera le certificat de dermatologie, eh bien, dans toutes ces maladies inflammatoires chroniques de la peau ou auto-immunes, il peut y avoir un rôle. Et là, c'est le système immunitaire qui se trompe. Voilà. Merci beaucoup.